La côte occidentale de l'Afrique n'a pas beaucoup changé dans les 100 dernières années. À la fin du 19e siècle, les vieux démons du trafic des esclaves n'étaient plus que lointains souvenirs, quoique toujours épouvantables. Alors un nouveau chapitre de la confrontation des civilisations a commencé le long de ces rivages tropicaux. Durant les années précédentes, les Européens étaient venus pour y faire de bonnes affaires, mais en cette fin du 19e siècle, ils voulaient davantage, bien davantage. Les anciens comptoirs de commerce avaient longtemps été un lieu de rencontre pour les commerçants maritimes européens et les Africains. Vers les années 1880, cette association entre blancs et noirs était définitivement compromise par un changement dramatique. Les Européens entreprenaient de nouvelles conquêtes au-delà des mers. Les pays industrialisés, France et Grande-Bretagne en tête, avaient commencé à envahir le continent noir, chacun espérant y trouver de nouvelles sources de matières premières pour ses usines, de nouveaux marchés pour ses produits et de nouvelles positions stratégiques face à ses rivaux. Voici la carte du grand partage de l'Afrique. En 1914, seuls 2 pays avaient échappé à la mainmise européenne, le Libéria à l'ouest et l'Éthiopie à l'est. L'Angleterre s'était taillé la part du lion, l'Égypte et le Soudan au nord, l'immense richesse de l'Afrique du sud, des colonies de valeur comme la Rhodésie et le Kenya, et des territoires fortement peuplés comme le Nigeria et la Côte de l'Or. La France occupait l'Algérie depuis 1830. À présent, après de nouvelles guerres de conquête, elle ajoutait d'autres colonies à son empire au sud du Sahara, y compris l'île de Madagascar. Le petit Portugal se tailla 2 vastes colonies, l'Angola et le Mozambique, tandis que l'Allemagne impériale s'empara du Cameroun et du sud-ouest africain et sur la côte orientale du Tanganyika. Le vaste bassin du Congo tomba entre les mains du roi Léopold de Belgique. L'Italie et l'Espagne complétaient le reste. La face du continent se trouvait intégralement modifiée. Entre les puissances coloniales, le partage fut pacifique, mais les rivalités intenses. En 1884, un congrès des gouvernements en compétition se réunit à Berlin pour régler leurs querelles. Le chancelier de fer de l'Allemagne, Bismarck, était présent. Le roi des Belges s'activait en coulisses. Il parlait au nom de tous lorsqu'il dit « Je suis fermement décidé à avoir ma part de ce magnifique gâteau africain ». Toute puissance capable d'occuper le sol africain pouvait en effet y prétendre. Il s'agissait maintenant de tracer des frontières dans un territoire qui figurait en blanc sur les cartes. Le Premier ministre français dit « Nous nous sommes embarqués dans une gigantesque course vers l'inconnu ». Lord Salisbury, Premier ministre britannique, disait aussi « Nous nous sommes mis à tracer des lignes sur des cartes, là où l'homme n'avait jamais mis les pieds. Nous nous sommes partagés des montagnes, des rivières et des lacs, gênés seulement par le fait, un bien petit obstacle, que nous ne savions pas exactement où c'était. L'important, c'était d'occuper des endroits stratégiques, en dépit du tracé illogique des frontières qui en résultaient. Le cas de la Gambie, ce fleuve magnifique, illustre cette absurdité. L'Angleterre était installée depuis longtemps à Bathurst, aujourd'hui Banjul. Elle était déterminée à conserver cette voie d'eau vers l'intérieur. Mais la France, envahissant cette région à partir de la côte occidentale, rattachait à sa nouvelle colonie du Sénégal tous les territoires situés de part et d'autre du fleuve. Il était donc bien compréhensible que les Français veuillent obtenir la Gambie. En échange, ils offriraient aux Britanniques la Côte d'Ivoire, bien plus étendue et beaucoup plus riche. Mais le Parlement britannique insista pour conserver la Gambie, coupant ainsi les populations de la région en 2. Résultat, un pays de 450 km de long et de 45 km maximum de large. Rien n'a changé depuis. On ne s'est jamais demandé ce que les Africains pensaient de ce découpage. L'idée des Européens, selon les termes d'un gouverneur britannique, était de s'emparer du territoire et autant que possible de gouverner le pays comme s'il était inhabité.
En fait, le mépris des Européens pour les Africains atteignit alors des sommets. Et ce n'est pas étonnant, car comment l'Europe chrétienne pouvait-elle justifier le fait de s'approprier leur pays, sinon en soutenant que les Africains étaient de faibles enfants, de paresseux sauvages? Les faibles enfants, toutefois, ont chanté leur propre version d'un hymne célèbre. En avant, soldats chrétiens, entrez dans ces terres païennes, livres de prières en poche et fusils à la main, prêchez la bonne parole là où on peut faire du commerce, répandez l'évangile pacifique avec les fusils. La résistance à l'invasion européenne fut importante. La conquête ne fut pas facile. Et parfois, comme en témoignent ces photographies, la conquête entraîna des tueries brutales que les plus jeunes générations préféreraient oublier. La résistance prit des formes variées. En Afrique occidentale française, elle allait de pair avec les engagements de l'islam. Bien des héros encore présents dans toutes les mémoires entrent en scène. Certains, comme Mahmoud Abamba, chef religieux sénégalais, proposèrent la paix. Ils furent néanmoins exilés. D'autres, comme le fier guerrier Samori, combattirent sans relâche les Français qui les écrasèrent et les envoyèrent en exil. Faibles ou forts, la mort en surprit beaucoup. À Koumazi, leur capitale, entourée de leurs macabres trophées de guerre, les puissants Ashanti régnaient sur la presque totalité du Ghana actuel. Sous la conduite des rois, les Ashanti-Ini, ils ont longtemps défendu leur pays contre les Britanniques. À présent, ils souhaitaient ardemment la paix. En 1895, craignant une guerre désastreuse avec les Britanniques, le roi Prempeh, depuis son palais de Koumazi, tenta d'obtenir la paix, en leur concédant le droit d'installer en pays Ashanti une compagnie dotée de toutes les concessions et privilèges possibles. La nation Ashanti s'était déjà battue longuement et durement contre les Britanniques. Mais cette fois, en 1896, ils décidèrent de se rendre. Au cours d'une cérémonie délibérément humiliante, le roi fut obligé de baiser les bottes du commandant britannique. Puis, il fut envoyé en exil. Mais ce n'était pas tout. Les Britanniques commirent une incroyable maladresse. Le nouveau gouverneur, Sir Frederick Hodgson, voulut s'emparer du trône d'or sacré, symbole de l'âme de la nation Ashanti. En arrivant au fort britannique de Koumazi, il ordonna aux chefs réunis de le lui remettre. Pire encore, il exigea de s'asseoir dessus, ce que personne n'avait jamais été autorisé à faire, pas même le roi. À cette ultime insulte, les Ashanti répliquèrent par la guerre. Ce petit fort de Koumazi, les Britanniques l'avaient construit à tout hasard. À présent, ils en avaient cruellement besoin. Les quelques 12 Anglais résidant au fort furent assiégés pendant des mois. Ils durent même se nourrir de rats. Le coup de folie de Hodgson avait coûté cher. Tous les efforts pour faire parvenir des renforts depuis la côte ont continuellement été mis en échec par la résistance Ashanti. Pour finir, le gouverneur et sa femme réussirent à s'échapper. Cette affaire absurde mais tragique était terminée. Cet épisode mit fin à la guerre anglo-Ashanti. Une année plus tard, en 1901, les Britanniques annexèrent discrètement le pays qui fut intégré à la Côte de l'Or. Les pertes européennes relevèrent davantage des maladies tropicales que des combats. Les pertes africaines furent assurées par la nouvelle technologie des armes automatiques, dont l'efficacité donna une victoire facile aux envahisseurs. D'innombrables résistants périrent.
des milliers dans la seule bataille d'Omdurman, pendant la conquête britannique du Soudan. Pendant ce temps-là, dans une autre partie de ce même Soudan, les Français accumulaient aussi victoire sur victoire. En général, l'opinion publique applaudissait. Ces victoires n'étaient-elles pas remportées contre une race inférieure, une espèce d'humanité pour rire? Il y avait bien quelques critiques, mais pas beaucoup. Leur voix était ignorée ou réduite au silence. Ce qui comptait, c'était de faire mieux que les rivaux européens. Pour les Anglais, il fallait l'emporter sur les Français en Afrique occidentale et sur les Allemands en Afrique orientale. Pendant ce temps, des orphelins, comme le petit Ouganda, étaient abandonnés à la protection symbolique du père John Bull. Avant 1900, les colons venus d'Europe étaient déjà une source de discorde. Des Français à l'extrême nord, des Hollandais, puis des Anglais à l'extrême sud et quelques Allemands. D'autres colons étaient attirés par les bonnes terres cultivables de l'Est, le Tanganyika, la Rhodésie du Nord et la Rhodésie du Sud, et les territoires britanniques d'Ouganda et du Kenya. Là encore, personne ne demanda d'autorisation. Un des premiers gouverneurs français avait institué une règle d'or. Partout où il y a de l'eau potable et des terres fertiles, disait-il, les colons doivent être installés sans chercher à savoir à qui la terre appartient. Bien évidemment, les colons étaient d'accord. L'étape suivante se situe en Afrique de l'Est avec la construction d'un chemin de fer de la côte vers l'intérieur. La voie fut terminée en 1901. Des millions d'hectares de bonnes terres arables au Kenya furent ouverts à la propriété et à la colonisation blanche pour un prix dérisoire. Curieusement, ces étrangers furent bien accueillis par les Noirs de la région. Cet accueil favorable ne dura pas longtemps, car les Noirs s'aperçurent rapidement que le gouvernement colonial leur demandait tout, et d'abord leurs terres et leur travail. Ces exigences déclenchèrent une résistance continue. Alors le gouvernement colonial et un nombre accru de colons venant d'Angleterre firent une guerre sans merci, avec bien sûr des mitrailleuses et des fusils contre des lances et des flèches. Tout ça était affreusement cruel. On ne leur a jamais fait aucun mal. Le bruit des fusils effrayait les gens et on brûlait leurs maisons. Cet écrasement de la protestation violente et désespérée des Africains, c'est ce qu'on appelait la pacification, ou en termes moins euphémiques, répression. Le journal d'un officier britannique au Kenya est tristement révélateur. Nous sommes entrés à Fort Hall et l'expédition est arrivée à son terme. Selon moi, on ne s'est pas suffisamment acharné sur le peuple Mbou. J'aimerais y retourner tout de suite et en découdre encore avec eux. Pendant la première phase de notre expédition contre les Iriénis, nous avons tué 797 nègres et pendant la seconde contre les Mbou, environ 250. En fait, les victimes étaient bien plus nombreuses. Durant la 6e campagne contre les Nandi du Kenya, les troupes britanniques rapportent avoir tué 1117 personnes et s'être saisies de tout leur bétail. En 1906, un jeune ministre anglais à Londres télégraphie son indignation. Il n'est certainement pas nécessaire de tuer ces gens sans défense sur une aussi vaste échelle. Le nom de ce ministre était Winston Churchill. Son intervention n'eut aucun effet. La vie a terriblement changé quand on nous a pris nos terres. Les gens se réfugiaient chez les missionnaires. Les Blancs arrivèrent et ils construisirent leurs maisons en plein devant les nôtres. Alors, on était obligé de les quitter et de chercher refuge ailleurs. Enfin, les colons arrivent sur l'emplacement de leur future maison. Les indigènes commencent les fondations et rassemblent les matériaux. Les indigènes sont d'excellents travailleurs et la maison est vite construite. Leur longue journée terminée, les indigènes repartent vers leurs cases. Tandis que les colons rejoignent leur maison.
Quand ils confisquèrent les terres, les gens furent chassés. Ils mirent du fil de fer barbelé tout autour. En 1915, près de 2 millions d'hectares de terres cultivables du Kenya central ont été distribués à près d'1 millier de colons britanniques. Dans les années 1920, les nouveaux venus employaient dans leurs plantations la moitié environ des hommes valides, Kikuyu et Luo, les deux grands peuples agricoles du Kenya. Comment cela s'est-il produit? Par l'apparition d'une notion nouvelle au Kenya, les impôts. Pour cultiver tous les hectares, il fallait obliger les Africains à payer des impôts en argent comptant. Comme leur économie n'était pas une économie fondée sur la circulation monétaire, les Africains ne pouvaient payer d'impôts en espèces que s'ils travaillaient pour les Européens moyennant salaire. Un vieux Maasai se souvient. Ils exigeaient des impôts, mais les Maasai n'en avaient jamais payé avant. Ça s'appelait la capitation. Et on devait aussi payer des impôts sur nos maisons, 2 shillings par maison. Les Maasai s'avérèrent particulièrement astucieux pour échapper à l'impôt. Le gouvernement colonial pensa qu'on pourrait envoyer ces guerriers apparemment oisifs à l'école pour en faire, si possible, des percepteurs au sein de leur peuple. On s'empara de jeunes gens dans ce but. Le gouvernement envoya des soldats pour enlever les enfants. J'ai été pris par les soldats dans mon village. On m'a envoyé à l'école avec 3 autres enfants. De l'autre côté du continent, dans le nord Nigeria, le paysage colonial était très différent. En l'absence de colons blancs, les choses se déroulaient comme avant. Les Anglais n'avaient conquis cette vaste région éloignée de la mer que pour une seule raison, que les Français ne l'aient pas. Les Anglais se contentaient donc de superviser de loin. Placés sous la direction de Lord Lugard, c'est ce qu'ils appelaient le gouvernement indirect. Le gouvernement indirect signifiait gouverner par l'intermédiaire des rois locaux. Après la défaite, l'émir de Kano avait accepté la suzeraineté britannique, à la condition que rien ne soit entrepris pour moderniser ou pour démocratiser le système conquis. Le gouvernement indirect était bon marché et très efficace. Les rois et les princes locaux maintenaient la paix, la loi et l'ordre dans leur propre intérêt, comme dans celui des Britanniques. Des deux côtés, au sommet, on avait beaucoup à y gagner. Ainsi, des rois comme l'émir de Katsina pouvaient conserver leur pouvoir et même accroître leurs privilèges personnels. Ils avaient la possibilité d'appeler les gens de leur suite pour s'occuper des affaires quotidiennes du pays. Ainsi, selon la doctrine, la classe gouvernante indigène devait rester une force vive et authentique. Les cérémonies se déroulent de la même façon depuis 1000 ans. Il y avait déjà des rois au Nigeria du Nord lorsque Richard Cœur de Lion partit en croisade. Aujourd'hui, le roi et tous les émirs jouent leur rôle, celui de sujet du roi d'Angleterre. Le peuple, lui, continue d'être loyal, comme au temps où Katsina faisait la guerre à ses voisins. Katsina conserve son mode de vie et continue de résister aux influences du monde extérieur. En résumé, aucune modernisation et l'avenir s'annonce difficile.
Le professeur nigérian Obaro Ikime s'exprime sur la question. En ce qui concerne la plus grande partie du Nigeria, le gouvernement britannique ne représenta rien pendant de nombreuses années. En d'autres termes, bien que les centres administratifs marquaient un changement pouvant être vu et ressenti par les habitants dans les régions éloignées, la vie continuait comme si les Anglais n'existaient pas. Si vous regardez une région comme le Nord, par exemple, le siège de l'émir et ceux des chefs de district pouvaient ressentir l'impact immédiat de la présence britannique. Tandis que les villages continuaient d'être administrés exactement comme avant. À une différence près, les habitants devaient payer l'impôt à un nouveau pouvoir. Les Anglais constituèrent un corps d'Africains dénommé administrateurs indigènes, engagés dans le système. Les salaires étaient appréciables. Ils disposaient d'un pouvoir dont ils se servaient pour s'enrichir personnellement aux dépens de leurs sujets. Par conséquent, la réussite des Anglais fut largement due à la création et au développement d'une classe qui leur était acquise. Les officiers britanniques, sous la direction d'un résident, sont dans tous les émirats pour donner des conseils et assister l'émir et ses ministres. Tous les mois, le résident préside un conseil général. Il peut y avoir des instructions du gouverneur du Nigeria à Lagos ou du bureau colonial à Londres. On peut aussi parler des pèlerins à la Mecque. La salle du conseil est imprégnée de la dignité du passé et des traditions de Katsina. Une fois de plus, la courtoisie des paroles dissimule l'essence du paternalisme colonial. Dans les colonies françaises, tout au long de la côte, la scène était à la fois identique et différente. Dakar, capitale du Sénégal, conserve des quartiers pleins de nostalgie. Le Sénégal était la plus ancienne des colonies françaises en Afrique tropicale. Une colonie où la présence française, tout comme la présence anglaise au Nigeria, pouvait être aisément assimilée. Les administrations françaises et britanniques se ressemblaient, à une grande différence près. Pour les Britanniques, les Africains seraient toujours des Africains et certainement pas des Britanniques. La conception française, au contraire, était que pour finir, cela prendrait du temps. Tous les Africains deviendraient des Français noirs. La langue et la culture française leur étaient apportées comme le summum des bienfaits. Cette conception, c'était ce que les Français appelaient l'assimilation. Au départ, c'était une idée généreuse, mais la pratique du gouvernement colonial la réduisit à presque rien. L'assimilation fut cependant réalisée dans 4 municipalités de la côte du Sénégal. Ce fut le cas de Gorée, cette pittoresque petite île au large de Dakar. À Gorée, les Noirs pouvaient aller à l'école, devenir citoyens français. Mais c'était une infime minorité. En 1926, sur un total d'1,5 million de Sénégalais, 48 000 seulement étaient assimilés. L'historien sénégalais Cheikh Anta Diop explique. C'est un fait certain, dans la pratique, ce n'était pas possible. Et dans la pratique, il y a eu 4 communes, ici au Sénégal et partout ailleurs. Pratiquement, c'était le système de l'indigénat. Donc, à cause du rapport numérique, la politique d'assimilation n'était pas applicable sur le terrain. Blaise Diagne, un habitant de Gorée, réussit l'assimilation et fit une brillante carrière. D'origine modeste, Diagne fut le premier noir élu au Parlement français à Paris. Il fit campagne pour les droits des Noirs et obtint certaines concessions. C'était en 1914. Durant la Première Guerre mondiale, la France appela sous les drapeaux des dizaines de milliers de combattants africains. Alors que tant de victimes disparaissaient dans la bataille des Flandres, Diagne accepta d'être le sergent recruteur de la France. Sa réputation en Afrique sombra dans le massacre. Guerre. Que les forces doivent dem ci guerre
Personne ne va à la guerre sans y être contraint. On m'a obligé à aller à la guerre. On m'a enlevé à ma famille. Je ne pouvais pas refuser. Mais comment pouvais-je aller à une telle guerre de gaieté de cœur? Je n'avais aucune expérience. Nous étions arriérés. Nous ne comprenions rien au monde. Auparavant, la France avait recruté des mercenaires africains, pour la guerre de Crimée notamment. En 14, le nombre des soldats et les souffrances étaient à une toute autre échelle. Plus de 200 000 Africains, conscrits pour la plupart, furent envoyés au front. Au moins 170 000 d'entre eux furent jetés dans l'holocauste des tranchées. Ils périrent par milliers. Les survivants, quant à eux, ne pourront jamais oublier. On se battait contre les Allemands et on les tuait. Ils nous tuaient. La mort était des deux côtés. Il y avait des blessés des deux côtés. Tout cela ne rimait à rien. Qui accomplissait quelque chose? J'ai été amputé d'un bras ici. J'ai reçu une balle ici. La balle a traversé ma jambe, comme vous pouvez voir. Et j'ai été touché ici. La balle a traversé mon pied. Côte à côte, blancs et noirs sont égaux dans les tranchées. Allait-il à présent devenir égaux dans les colonies? La réponse ne dépassera pas le symbolisme des monuments aux morts. En 1918, une fois la paix venue, les systèmes coloniaux paraissent encore plus fortement enracinés, bien que des gouvernements civils succèdent à des gouvernements militaires. Le système des impôts fut encore plus élaboré. La clé de voûte du système britannique, c'était l'officier de district. Je suis l'officier de district de cette région. Le responsable financier indigène me fait parvenir ces chiffres pour les comparer à ceux de l'année dernière. Quand le montant de l'impôt à payer pour l'année est décidé, je le communique au chef et la population est informée de ce qui devra être payé. Voici ma femme. Je passe tellement de temps en tournée que si elle ne m'accompagnait pas, on ne se verrait pas beaucoup. Nous emportons nos lits et tout ce dont nous avons besoin, car il n'y a pas de meubles dans les relais d'étape. Vous savez, nous sommes des gens simples, mais les païens nous trouvent bien compliqués avec toutes nos affaires. Voici le chef. Nous lui demandons des nouvelles des récoltes et des enfants. On se sent un peu comme des mannequins dans une vitrine. Nous venons ici tous les ans. Ils se comportent toujours comme si c'était la première fois. La paix, c'est très bien, mais c'est monotone. Il leur faut un peu de changement. La plupart des fonctionnaires coloniaux étaient de braves gens, fidèles à leurs idéaux et qui travaillaient dur. Ils étaient convaincus que le paternalisme colonial était une bénédiction pour les Africains et qu'il en serait ainsi pendant des siècles. Ils croyaient fermement que, livrés à eux-mêmes, les Africains continueraient de vivre comme avant, et cela, pensaient-ils, serait une calamité. Ce document cinématographique ancien est significatif de cet état d'esprit. La vie primitive d'autrefois en Afrique était une existence de crainte et d'insécurité. Le gouvernement britannique a apporté la paix. L'action des administrateurs et des colons européens, celle des commerçants indiens, ont ouvert le pays. Mais l'ignorance, la pauvreté et la maladie restent à vaincre. Dans ces pays où tant de changements peuvent et doivent s'effectuer, l'argent et l'initiative de l'homme blanc peuvent accomplir beaucoup. Tels étaient les espoirs des années 20 dans les colonies les plus favorisées. Et, à bien des égards, ils ne furent pas déçus. On vit apparaître les premiers hôpitaux modernes, les services vétérinaires et d'autres bienfaits de la vie occidentale. Mais c'étaient les Africains qui devaient payer toutes ces bonnes choses. Aussi, afin de se procurer de l'argent, ils commencèrent à exporter leurs récoltes.
cette époque de la moisson de l'argent prit une allure de croisière. Les arachides, récoltés ici au Sénégal, étaient un produit typique qui rapportait de l'argent à la fois aux agriculteurs et aux comptoirs coloniaux. Mais par ailleurs, le succès de cette moisson de l'argent créa des problèmes. Il est certain que l'arachide a été introduite pour alimenter tout simplement la culture, la monoculture de l'arachide a été introduite pour des raisons industrielles, ni plus ni moins. Hein, c'est en 1848, je crois, que des Marseillais l'ont introduite ici pour fabriquer tout simplement de l'huile pour vendre ça sur le marché international. Et on a spécialisé finalement, la tendance est née de spécialiser chaque colonie en fonction de ce qu'elle pouvait produire le mieux. Et on a donc toutes les zones sahéliennes ont été spécialisées pour la culture de l'arachide, des zones comme la Guinée pour la culture de la banane et le riz, et ainsi de suite. Mais ça, c'était en fonction, non pas des intérêts locaux des indigènes, de ceux qui habitaient ces terres-là, mais en fonction des besoins en matières premières des usines qui tournaient à Marseille, à Bordeaux et en Europe d'une façon générale. Tant qu'ils vendaient leurs récoltes, les producteurs africains pouvaient être relativement satisfaits. Mais en 1929, il y eut la grande crise économique mondiale et les prix s'effondrèrent. Les cultures vivrières, déjà trop négligées en faveur de la moisson de l'argent, furent la cause d'une crise fondamentale. C'est-à-dire que les cultures vivrières ont régressé, l'autosuffisance alimentaire a disparu et jusqu'à présent, le fait que l'autosuffisance alimentaire a été réalisée à l'époque coloniale parce qu'il y avait un certain équilibre. L'Africain produisait les variétés dont il avait besoin pendant le cycle annuel. Ce cycle étant rompu par les nécessités de l'industrialisation de l'Europe, à ce moment-là, c'est le colonisateur qui pourvoyait justement si vous voulez, aux besoins alimentaires. Et on ne se rendait pas compte que l'insuffisance alimentaire, que l'autosuffisance alimentaire n'était plus réalisée. C'est seulement quand il va se retirer qu'on va se rendre compte que le système économique d'antan est rompu et que maintenant l'Africain ne peut plus boucler le cycle annuel. Ce qui était vrai pour l'Empire français l'était aussi pour toutes les autres colonies. Dans la Côte de l'Or, le cacao était le produit qui, à lui seul, rapportait autant d'argent que toutes les exportations des colonies. Le cacao était totalement cultivé et récolté par des Africains qui devaient le vendre aux Anglais et à des acheteurs étrangers. Tous s'entendaient pour le payer un prix artificiellement bas. Les agriculteurs du Ghana, à l'époque la Côte de l'Or, firent si bien qu'ils devinrent les plus grands producteurs de cacao du monde et donc de chocolat que les Africains ne consommaient pas. Mais les bénéfices étaient loin d'être partagés équitablement. L'historien ghanéen Adou Boahen nous dit: Sans aucun doute, les agriculteurs étaient escroqués. Les prix du cacao n'avaient aucun rapport avec ceux des marchandises importées. Nous n'avions pas notre mot à dire dans l'établissement des prix de nos propres marchandises, ni sur le prix des marchandises que nous importions. En fait, c'était l'un des reproches adressés à la politique économique coloniale, le fait qu'une si grande importance soit donnée à un seul produit d'exportation, alors qu'il nous fallait importer du riz, de l'huile de palme, etc., pour nous nourrir. Le cacao dominait partout. Si on avait apporté le même soin à la production de cacao et aux cultures vivrières, la situation aurait été idéale. Il y eut bien quelques efforts, mais les gouvernements coloniaux étaient seulement préoccupés par les matières premières pour leurs usines. Les matières premières étaient produites par des hommes et des femmes compétents et travailleurs. Au même moment, en Europe, des publicités affreusement racistes donnaient une image scandaleusement différente. Simultanément, les hommes d'affaires africains s'aperçurent que leur position commerciale établie de longue date était maintenant balayée. Avant l'époque coloniale, les Africains jouaient un rôle prépondérant et beaucoup plus important dans le domaine économique. Beaucoup avaient leur commerce d'import-export. Dans les années 20 et 30, bien des rois africains du commerce disparurent de la scène,
car le jeu ne leur était pas favorable. Les banques, lorsqu'elles concédaient des prêts, faisaient de la discrimination. Les exportateurs, particulièrement les firmes syriennes et libanaises, soumissionnaient à moins cher et les Africains ne pouvaient pas relever le défi. Ainsi, nombre d'entre eux faisaient faillite et leurs enfants devenaient les employés des grandes compagnies capitalistes africaines comme UEC, UTC, SUA, etc. Les grands comptoirs coloniaux, britanniques, français, belges, portugais, monopolisaient la vente en gros avec l'appui total de leur gouvernement. La UAC, United African Company, était une émanation de l'ancienne Compagnie royale du Niger, qui, avec l'aide militaire britannique, s'était emparée du commerce de l'huile de palme appartenant aux Africains du sud Nigeria. Cette nouvelle compagnie eut au fait de contrôler 56% des exportations du Nigeria. Et dans ses nombreuses succursales, il n'y avait pratiquement pas d'Africains ayant une fonction plus élevée que simple employé de bureau. Le schéma était identique dans les territoires français, belges et portugais. Ce que le roi Léopold de Belgique avait appelé ce magnifique gâteau africain commençait à produire ses milliardaires. Ce fut une triste époque. Mais tous ceux qui veulent comprendre les problèmes de l'Afrique contemporaine doivent se la rappeler. Le sinistre État libre du Congo, créé par le roi Léopold, est à l'origine des troubles actuels du Zaïre. Là, on favorisait la production du caoutchouc. Les méthodes utilisées pour la récolte étaient dignes d'un règne de terreur. Comme le montrent ces photographies, les indigènes étaient obligés de récolter le caoutchouc dans les plus abominables conditions. Lorsque la récolte était faible ou de mauvaise qualité, les hommes, et parfois les femmes aussi, pouvaient être amputés d'une main ou d'un pied en guise de punition. D'abominables forfaits furent commis. Le procès-verbal d'une commission officielle britannique fait état de l'agonie quotidienne d'un peuple dans tous ses détails les plus monstrueux. L'opinion publique en Europe fut de plus en plus horrifiée. Peu à peu, on mit un frein à ces horreurs. Cependant, un mal énorme avait été fait, physiquement et moralement, qui devait fortement obérer l'avenir du Congo. Dans les années 20, les travaux forcés étaient pratiqués à large échelle dans la plupart des colonies. Les premières routes, les premiers chemins de fer furent ainsi construits. Certes, beaucoup fut accompli, mais le coût humain fut catastrophique. Ce spectaculaire chemin de fer de l'Afrique équatoriale française, reliant la côte à Brazzaville, est l'œuvre de 125 000 Africains. Une prouesse technique incontestable. Mais, avant qu'un seul passager ne puisse y prendre place, près de 14 000 Africains devaient mourir au cours de sa construction. Ce confort fut cher payé. Dès les années 20, le réseau des chemins de fer coloniaux était pratiquement achevé. Le but principal de ces voies était d'assurer l'exportation de minerais et d'autres richesses qui, pour la plupart, venaient d'Afrique méridionale. L'activité minière européenne, l'or, le cuivre, le zinc, les diamants, transformèrent le sud de l'Afrique. Encore une fois, ce fut grâce au travail des Africains, obtenu comme d'habitude par la pression administrative et par l'impôt. Les conditions étaient dures à supporter. Entre 1904 et 1933, environ 30 000 Africains sont morts dans les mines de Rhodésie du Sud, la plupart de maladies. En 1933, les salaires étaient plus bas qu'ils ne l'étaient au début. Ce système de travail, le Chibaro, des hommes âgés s'en souviennent encore. Personne ne refusait. On y allait parce qu'il fallait y aller et travailler. On était forcé d'aller travailler. Les Blancs disaient aux chefs des villages de choisir les gens pour le Chibaro.
Il y eut un boom des mines d'or. Durant ces années de Tchibaro, l'industrie minière de Rhodésie du Sud produisit l'équivalent en or de 87 millions de livres sterling, au prix de la mort de 20 mineurs africains par semaine en moyenne, pendant 30 ans. Comme dans toutes les mines de l'Afrique méridionale, les conditions de vie étaient épouvantables. Les mesures de sécurité étaient rudimentaires, la discipline souvent brutale, les soins pratiquement inexistants. Quand il y avait des prisonniers, on les mettait au travail. Il y en avait toujours. On faisait aussi travailler les enfants. Nous étions encore jeunes quand nous sommes allés au Tchibaro. Un message arrivait comme quoi on nous voulait. C'est le chef qui désignait ceux qui devaient y aller. Quand je suis allé au Tchibaro, on était 3, tous des garçons. On n'était pas autorisé à utiliser la dynamite. On était trop jeunes, bien trop jeunes. Après 1930, tout le système du travail dépendait d'Africains qui devaient abandonner leur village pour aller travailler au loin dans les mines et les plantations coloniales. C'est ce qu'on appela le travail nomade, un gigantesque bouleversement qui eut au fait de détruire les fondements de l'Afrique rurale. En 1935, un comité de fonctionnaires britanniques rapporta que les anciennes structures sociales étaient complètement minées par le travail nomade. Les années à suivre allaient le confirmer. C'est dans les colonies portugaises de l'Angola et du Mozambique que le travail forcé atteignit le comble de l'horreur. Au Mozambique, les agriculteurs africains furent forcés par des méthodes brutales de cultiver du coton et de le vendre à des prix établis par le gouvernement colonial. Le coton brut était expédié dans les usines textiles du Portugal pour en faire des vêtements, lesquels étaient ensuite exportés au Mozambique pour être vendus aux Africains. Tous les profits allaient aux Portugais. Le gouvernement réagissait par la contrainte. Il forçait les agriculteurs à cultiver du coton sous peine de punitions sévères. Au début de l'introduction du coton, on était volontaire pour le cultiver. Mais on a vite compris que nous n'avions aucun contrôle, ni sur les prix, ni sur les ventes. Le gouvernement contrôlait tout. Ensuite, on nous força à le cultiver. Tout le monde était forcé. Ceux qui refusaient étaient battus. Ici aussi, les colons furent de plus en plus nombreux. Certains étaient des exilés politiques portugais, mais la plupart étaient des gens pauvres à la recherche d'une vie meilleure. Envoyés comme agriculteurs, beaucoup optèrent pour la vie facile des villes. Ils ouvrirent des magasins, des commerces, et aspirèrent au succès qui leur avait échappé chez eux. Ceci convenait à la doctrine coloniale officielle. Le dictateur portugais Marcelo Cattaro l'exprima avec des mots simples. Les Noirs, dit-il, doivent être organisés et intégrés dans une économie dirigée par des Blancs. Ce fut le départ d'une oppression généralisée qui causa de grandes souffrances. On désignait des contremaîtres pour superviser les gens et on les forçait à aller travailler dans les champs. Toute personne causant le moindre trouble était battue ou fouettée.
Ils m'arrêtèrent et me firent fouetter. Après 3 coups, j'ai demandé grâce. Après, ils m'ont envoyé en prison pendant 15 jours. 15 days jail. Les fermiers que l'on voit dans ce vieux film n'avaient aucun moyen légal de protester. Ils pouvaient seulement exprimer leur colère en chantant des chansons anticoloniales dans leur propre langue. Il leur semblait qu'il n'y avait pas d'issue pour eux, aucun espoir. Les Blancs contrôlaient tout et les Noirs n'avaient d'autre choix que celui d'obéir. Pendant les années 40, tel était l'itinéraire colonial de ce coton dont le Mozambique produisait 500 000 tonnes par an. Ici comme ailleurs, les cultures vivrières disparurent et des pays autrefois prospères furent frappés par la famine. Les famines étaient fréquentes pendant cette période parce que tout le monde était obligé de cultiver le coton. Si un homme avait 2 ou 3 femmes, elles aussi étaient forcées de cultiver le coton. Alors, il ne resta plus ni personne, ni assez de temps pour s'occuper de nos champs. Plus personne pour produire du maïs et d'autres nourritures. C'est à cause du coton qu'on avait faim. En 1946, l'évêque de Beira fit remarquer en vain que des champs fertiles, autrefois véritables greniers pour la population, ne produisaient plus aucune nourriture et que le spectre sinistre de la faim menaçait la vie. En même temps, les signes d'une nouvelle résistance apparaissaient. Je suis reparti chez moi et je n'ai plus jamais cultivé le coton. Le coton, c'était la souffrance. J'ai été enrôlé dans la résistance contre le coton et contre le gouvernement. Lorsque je me suis levé pour parler, j'ai dit à l'administrateur, à sa secrétaire, le gouvernement colonial portugais est connu dans le monde entier pour la façon bienveillante dont il traite ses sujets. Cependant, vous, l'administrateur, vous avez discrédité le nom du gouvernement portugais. Vous avez manqué à la mission pour laquelle vous êtes venu en Afrique. La résistance massive devait se développer ultérieurement. Mais déjà, le plus pauvre et le moins instruit des Africains s'apercevait que le gouvernement colonial avait beaucoup plus à prendre qu'à donner. Ces bienfaits du gouvernement colonial, quels qu'ils soient, doivent malheureusement être confrontés aux principaux objectifs de chacun des systèmes coloniaux. Ces objectifs étaient exprimés sans détour, extraire la richesse. Quelles que soient les apparences, les Africains, en fait, n'étaient plus disposés à accepter leur statut d'infériorité permanente. Les premiers signes d'un dissentiment politique nouveau apparaissaient à travers tout le continent. Dans les années 20, avec l'action protestataire de Harry Suku au Kenya, avec à la même époque Casely Hayford et ses camarades en Afrique occidentale britannique. Et peut-être, par-dessus tout, avec Herbert Macaulay, souvent désigné comme le père du nationalisme nigérian. Et pourtant, leurs exigences étaient bien modestes. Certains de ces premiers nationalistes étaient récupérés par le système britannique. Ils pensaient que c'était une bonne chose et qu'on devait y participer. Ce qu'on demandait, c'était un peu plus de libéralisme de la part des Britanniques. Pendant les années 30, notamment avec la montée du nationaliste nigérian Nnamdi Ezekwe, des exigences beaucoup plus fortes, allant beaucoup plus loin, commencèrent à être formulées. Des hommes comme Ezekwe se servirent de la presse partout où c'était possible. À présent, ils visaient une audience populaire. La politique quitta les salons distingués pour la clameur des rues. Ainsi, le mouvement de résistance prit diverses formes. Il n'était pas limité à l'élite. Il existait aussi dans le monde rural, dans les familles et chez les ouvriers. Une forme de résistance populaire,
un gigantesque hold-up de cacao en Côte de l'Or où les agriculteurs demandaient de plus justes prix. Là encore, la presse a pu être efficacement utilisée. Malheureusement, dans les années 30, il n'y avait jamais aucune coordination entre les protestations du monde rural et celles organisées par l'élite. Voilà pourquoi la résistance n'a pas eu beaucoup de bons résultats. En 1935, les espoirs de progrès des Africains connaissent un nouveau et violent défi. Une nouvelle invasion coloniale. C'est l'attaque brutale de l'Éthiopie, alors appelée Abyssinie, par l'Italie fasciste. Rien sur cette terre ne peut retenir l'avance foudroyante de l'Italie à travers l'Abyssinie. Bésia est tombée. La route d'Addis Abeba est ouverte. Avant peu, les troupes entreront dans la capitale et l'empereur devra demander la paix. Avec l'assentiment tacite des puissances coloniales, les armées italiennes écrasèrent à coups de bombes et d'obus un adversaire considérablement plus faible. Mais les Africains étaient scandalisés. Pour la première fois, les Noirs du monde entier, pas seulement les Noirs africains, mais les Noirs du monde entier, se sont sentis attaqués. Vous savez, l'Éthiopie et le Libéria étaient les deux seuls pays d'Afrique ayant conservé leur souveraineté pendant cette période de lutte et d'occupation du continent par les puissances impériales. L'Éthiopie devint le symbole de l'espoir, non seulement pour l'Afrique, mais pour les peuples noirs du monde entier. L'Éthiopie était considérée comme un symbole de la Renaissance et de la reconquête de l'indépendance et de la souveraineté de l'Afrique. Par conséquent, quand cette invasion eut lieu, cela signifia l'extinction complète de cette dernière lueur d'espoir. Les troupes italiennes entrèrent à Addis Abeba, capitale d'une Éthiopie à présent soumise. Il n'y eut que des paroles de protestation de la part des grandes puissances. Mais cette défaite de l'Éthiopie, tristement confirmée lorsque ses soldats déposèrent les armes, c'était un appel à l'action pour les Africains du monde entier. Indeed, for some of us, 1935 now is being considered as the more appropriate. En effet, pour certains d'entre nous, 1935 est considéré comme la date marquant véritablement le début de la période nationaliste moderne de l'histoire de l'Afrique. Or even 1945, because we believe that but for the outbreak of the Second World War in 1939, probably the struggle for independence would have begun. Sûrement, le début de la lutte pour l'indépendance commence en 1935, parce que c'est le résultat de l'indignation, de la colère, des émotions, le résultat des sentiments puissamment anti-impérialistes soulevés par l'invasion italienne de l'Éthiopie. Ces sentiments se développaient avec une nouvelle génération d'Africains. C'est dans les écoles, comme celle d'Akimota en Côte de l'Or, où Kwame Nkrumah fit ses études, que la jeunesse découvrit la vérité sur la colonisation. Tandis qu'avec l'instruction l'espoir fleurissait, alors survint la Seconde Guerre mondiale. Mais en 1945, après le retour de la paix, toutes les conditions politiques, économiques et culturelles avaient été réunies pour qu'éclate le plus grand des drames africains, celui des luttes pour l'indépendance.